Voilà. Et je vous partage l'écran. Hop, voilà. Tac. Vous voyez? C'est bon? Alors, ça a Parfait. l'air de se lancer. Ouais, c'est bon. C'est bon? Là, c'est Cool. bon. Merci. Donc, sur la matrice Q, on avait fait donc les deux premières colonnes ensemble et Oui. la matrice R aussi, les deux premières colonnes. Est-ce que vous pouvez me dicter du Donc, coup ce qu'on avait? La première colonne, c'était 1 sur racine de 2. D'accord. Je vais juste noter SQ2, d'accord, pour ne pas... Voilà. Enfin, Après, non, c'est je vais quand pareil même... sur la case du dessous. D'accord. On va juste rendre ça plus petit. D'accord. Donc, la même chose sur la case du dessous. OK. C'est ça. Et ici, c'était un 0, je crois. 0. Oui, la troisième case de la première colonne, c'est un 0. D'accord. OK. Ensuite, on avait rempli du coup la deuxième colonne de la matrice Q. Mhm. Et on avait quoi d'autre? Quoi donc? C'était 0, 0, 1. D'accord. 0, 0 et 1 ici. Très bien. Donc là, juste par le Et du 1. coup, pareil, on avait rempli après les deux premières colonnes de la D'accord. matrice R. Et ça nous donnait combien? 2 racines de 2, je pense. Du coup, sur la case en haut gauche, ouais, c'est ça. 2 fois racine de 2. Voilà. D'accord. Ensuite, sur la case d'à côté, on avait racine de 2. D'accord, ça c'est racine de 2. Ensuite, On avait 1 sur la case d'en dessous. il y avait un 1. Très bien. Super. Voilà. OK, donc là, on a tout. Là, on a des zéros tout court. On avait des zéros ici, mais on peut les remplir rapidement. Voilà. On a un 0 ici. On avait un 0 ici. Un 0 ici. Et un 0 ici. Parfait. OK, donc là, on est parti sur la troisième itération de notre boucle for. Hop. Voilà. Donc, on avait dit que V3 est égal à A3, ce qui est égal à moins 1, 1 et moins 1. Et là, l'ordi était tombé en panne. Donc, on continue. Donc, Le calcul de R13. Super, donc on lance le calcul de R13. Donc ça va être égal à combien? Du coup, c'est le produit scalaire entre Q1 Ouais, et A3, ou V3. c'est ça. Donc A3. Et donc ça est égal à combien? Donc, ça va nous faire moins 1 fois 1 sur racine de 2. Voilà, Plus moins 1. une fois 1. Moins 1 sur racine de 2. Plus une Plus, fois 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. Plus 0. Du coup, ça vaut 0. Plus 0. Hop. Et donc, ça vaut 0. Très bien. OK, donc on passe au point suivant. C'est donc le calcul de V3. Du coup, la V3, ça va nous faire V3 égale V3 moins 0 fois Q1. Moins 0 fois Q1, ce qui nous donne donc du V3. V3 toujours. Il ne Parfait. change pas. Bon, ça ne change pas. Ouais, exactement, on ne va rien changer.
Donc là, déjà, on peut remplir R13. Ça qui vous va? vaut 0. Ouais, donc c'est première ligne, troisième colonne. Et là, donc on a un 0. Très bien. Donc là, on a fait notre première itération de la boucle for interne ici. On va la faire une nouvelle fois. Parce que là, du coup, c'est pour 1 jusqu'à 2. Donc 3 moins 1, 2. Et donc là, qu'est-ce qu'on va calculer? Du coup, on va calculer R de 3. Ouais, R de 3, qui C'est sera égal égal. du coup au produit scalaire entre Q2 et V3. Ouais, Ou Q2 et A3, c'est toujours pareil du coup. ouais. Et dans ce cas-là, ça va nous faire Du coup, ça va juste nous faire 0 fois moins 1 plus 0 fois 1 plus 1 fois moins 1, donc moins 1. exactement. Donc 0 fois moins 1, donc 0. 0 fois 1, 0. Et donc que du moins 1 fois 1, donc moins 1. Très bien. Hop, et on passe à la ligne suivante qui nous dit qu'on va donc modifier V3 en le rendant égal à V3 moins. Du coup, V3 moins 1 fois Q2. Voilà, fois Q2, ce qui est égal à, Du coup, V3 plus Q2, ce qui nous donne la matrice moins 1, 1, 0. donc c'est V3, on va y aller par étapes, plus Q2, ce qui est égal à, si on réécrit V3, c'est du moins 1, 1, moins 1, plus Q2, c'est du 0,0,1. Ça nous donne, comme vous dites, moins 1, 1, 0. On est d'accord? Parfait. Donc là, on a fini notre boucle for, notre deuxième itération sur le for ici. On attaque ici. Donc, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule R33. D'accord, R33. Ça Donc nous c'est donne... égal à la norme de V3, c'est-à-dire racine de 2. Très bien, racine de 2. Et donc, pour finir, on a donc Q3 est égal à V3 sur racine de 2, ce qui est égal à 1. Du coup, moins 1 sur racine de 2. Moins 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. Et 0. Et 0. Et on a fini. Et donc là, on peut compléter ce qu'il nous manque ici. Du coup, Donc, vous me dites, d'abord, on peut compléter la matrice R. ça va être moins 1. Très bien. Donc là, on met un moins 1. Et racine de 2. Et ici, on met racine de 2. Très bien. Et ici, donc, il nous suffit de recopier les éléments qui sont ici. Donc, on va le faire ensemble. Hop. Donc là, on met... Donc moins 1 sur racine de 2. Moins 1 sur SQRT de 2. D'accord. Ici, en bas, on met... 1 sur racine de 2. Très bien. 1 sur racine de 2. Et puis 0. Et puis donc, tout simplement 0. Voilà, très bien. Donc là, à la fin, on a donc notre décomposition QR. Donc on a passé notre moulinette ici. Et à la fin, on a donc A est égal au produit de nos deux matrices. Donc on pourrait vérifier, on peut le faire rapidement si vous voulez, que les vecteurs colonnes de Q sont bien orthogonaux entre eux. Donc, si jamais on fait le produit scalaire entre Q1 et Q3, par exemple, ça revient à faire du 1 sur racine de 2 fois moins 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 fois racine de 2. Donc, les deux vont s'annuler.
et le troisième composant est égal à 0, donc ça nous fait du 0. On pourrait faire la même chose pour les autres. Et on pourrait également vérifier qu'ils sont bien normés. Et donc voilà, on a notre matrice Q et la matrice R avec les coefficients qui permettent de reconstruire A à partir de la matrice Q qu'on aura fabriquée ici. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Non? Alors, donc, comme je vous l'avais annoncé au début du cours, le problème avec le Gram-Schmidt classique, l'algorithme de Gram-Schmidt classique, c'est que la méthode n'est pas numériquement stable. Et on va voir, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de voir ça maintenant. On va voir. Mais ici, donc, je vous ai mis un lien vers un exemple qui montre en quoi est-ce que Gram-Schmidt classique ne va pas être numériquement stable. D'accord? Monsieur, ça veut dire quoi numériquement stable? Ça veut dire que si vous rajoutez des petites erreurs, si vous voulez, les petites erreurs vont très rapidement se propager et à la fin, par exemple, vous pouvez tomber sur une matrice Q qui n'est pas orthogonale. Et tout ça dû à des petits problèmes de virgule flottante, par exemple, ou des petites erreurs. Voilà. Si par exemple, vous avez un epsilon ici, un epsilon, un tout petit nombre, en fait tout petit, et un 0 par exemple, et peut-être le petit epsilon qui est là va faire en sorte que le fait d'appliquer Gram-Schmidt de cette façon-là va entraîner de gros problèmes comme par exemple une matrice Q qui ne sera pas orthogonale, des choses comme ça. Mais on regardera ça peut-être dans les TD. En gros, ça veut dire que des petites imperfections dans vos données, dans des vraies données, peuvent engendrer de gros problèmes dans l'exécution de l'algorithme après. Mais bon, on va voir ça dans le détail après. Et alors, ce qui a été proposé, c'est une version modifiée de Gram-Schmidt qui ressemble beaucoup. On va voir vraiment le pseudocode qui est vraiment presque le même, mais qui est cette fois-ci numériquement stable. Donc, des petits epsilon, si vous voulez, dans vos données qui auraient fait planter Gram-Schmidt classique ne vont pas faire planter l'algorithme modifié de Gram-Schmidt. Et on va voir en TD, on va essayer d'appliquer les deux Gram-Schmidt et de voir que l'un va avoir des erreurs et l'autre ne va pas avoir des erreurs. D'accord? L'un sera donc numériquement stable et l'autre ne le sera pas. Alors tout d'abord, donc c'est une méthode qui va être dérivée, qui est issue, si vous voulez, de la méthode de Gram-Schmidt classique, et elle est basée sur la notion de projecteur orthogonal. D'accord? Donc, si on regarde l'équation qui nous a servi à faire la méthode de Gram-Schmidt, qui est celle-là, donc qu'est-ce que c'est? C'est juste de dire que on allait construire nos vecteurs VJ qu'on allait normaliser ensuite en prenant notre colonne AJ, donc la jème colonne de notre matrice A, et on allait lui retrancher toutes les composantes qui pouvaient être portées par les vecteurs Q1, Q2, etc. qu'on aurait construits auparavant. Alors ça, on avait vu déjà la dernière fois que cette partie de la somme, cette somme-là, on pouvait l'écrire comme le produit de deux matrices Q chapeau et Q chapeau étoile, donc ça transposait ici, et donc cette matrice-là, issue du produit de ces deux matrices, était en fait un projecteur, orthogonal d'ailleurs. Ça, on l'avait vu la dernière fois. Alors, qu'est-ce que c'est que cette matrice Q? Juste pour rappel, la dernière fois, on avait vu que
ici, donc je vais le noter, Q, donc là c'est J-1, mais juste si je prends Q chapeau, sera égal à Q1, Q2, Q3, etc., etc. D'accord? Donc les vecteurs, on met en colonne nos différents vecteurs orthonormés qu'on aura construits. Voilà, donc là on a notre... Donc si vous voyez écrit QJ-1, ça veut dire que au lieu d'avoir tous les Q possibles, on a tous les Q jusqu'à QJ-1. D'accord? Donc les J-1 premiers vecteurs orthonormés qu'on aura construits. Voilà, donc on fait le produit des deux. Le produit des deux nous donne un projecteur. Et si on réécrit cette notation ici, cette notation matricielle, ça revient en fait à dire que c'est l'identité moins le produit de ces deux matrices fois le vecteur AJ, en factorisant par AJ ici. Et donc, finalement, on a un nouveau projecteur, si vous voulez, qui est donc PJ, qui sera défini par l'identité moins ce premier projecteur. On avait vu que ça, c'était un projecteur, et on avait vu également la dernière fois que l'identité moins un projecteur est également un projecteur. Voilà, donc là, en fait, j'ai copié ça en 20 parce que ici en bas, on avait la définition de QJ-1 chapeau, qui est donc, comme je viens de vous le dire, juste en colonne les différents vecteurs orthonormés qu'on aura construits au départ. Et donc, cette matrice-là va permettre de définir ce projecteur, qui est donc le projecteur orthogonal qui va projeter un vecteur sur le sous-espace qui est engendré par les différents QI allant pour tout I inférieur à J. Et on a dit que donc l'identité moins ce projecteur-là est également un projecteur, et on va l'appeler le projecteur complémentaire qui va nous projeter tout vecteur, donc en l'occurrence ici le vecteur AJ, sur l'espace, le sous-espace qui sera orthogonal au sous-espace engendré, créé par nos vecteurs Q1 jusqu'à QJ-1. D'accord? Donc là, on réutilise, si vous voulez, les définitions qu'on a vues la dernière fois pour poser notre équation de Gram-Schmidt d'une façon matricielle en utilisant la notion de projecteur. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a défini? On a défini un projecteur qui va nous projeter notre vecteur AJ dans un sous-espace qui sera orthogonal au sous-espace qui est engendré, qui est créé par les vecteurs Q1 jusqu'à QJ-1, les vecteurs orthogonaux qu'on aura construits auparavant. Alors, si maintenant on essaye de voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette notion-là dans notre cas. Alors, tout d'abord, on va pouvoir dire que, donc là c'est juste une question de notation, soit la matrice P orthogonale à Q, ça va être le projecteur orthogonal qui va nous projeter n'importe quel vecteur vers le sous-espace qui est orthogonal à Q. D'accord? Le projecteur orthogonal à Q, si vous voulez. Alors, ce projecteur-là, on peut le calculer comme on vient de le voir, en faisant l'identité moins QQ étoile, si jamais on veut juste projeter ça par rapport à un seul vecteur Q. Si jamais maintenant on veut faire notre vecteur PJ ici, il faudrait en fait qu'on projette
qu'on fasse, si vous voulez, qu'on combine, si vous voulez, nos projecteurs, le projecteur qui allait projeter le vecteur de manière orthogonale à Q1, celui qui allait projeter de manière orthogonale à Q2, etc., etc., etc. Et en faisant juste un produit matriciel de ces différents projecteurs-là, on pourrait définir notre projecteur PJ. Alors, dans notre ici, qu'est-ce qu'on va venir faire en fait? Imaginons qu'on a nos différentes itérations de l'algorithme en fait. Notre première itération pour i est égal à 1. Qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord construire notre Q1 en prenant notre premier vecteur V1. Donc au départ, c'est juste A1 si vous voulez. On le normalise. Et ensuite, on va pouvoir définir on va pouvoir définir notre projecteur, si vous voulez, qui sera orthogonal à Q2, auquel on va appliquer, qu'on va appliquer sur un vecteur V2 qu'on va construire au fur et à mesure. On peut appliquer exactement le même projecteur à un vecteur V3, donc par exemple la troisième colonne de A, et on peut l'appliquer voilà, à toutes les colonnes. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on aura construit notre vecteur Q2, en prenant par exemple la deuxième colonne de A et en la normalisant, on peut définir maintenant notre projecteur qui projette dans le sous-espace orthogonal à Q2, et on pourrait l'appliquer à tous les vecteurs en un seul coup. D'accord? Donc avant, on appliquait tout ce qu'on pouvait à une seule colonne. Maintenant, dès qu'on a construit un des projecteurs, on l'applique à tous les vecteurs colonnes possibles. D'accord? En gros, ça change l'ordre de comment est-ce qu'on va appliquer notre orthogonalisation. Et donc, on pourrait faire la même chose. Ici, on définit notre vecteur Q3 en prenant notre vecteur V3, donc qui sera juste notre colonne A3 qui aura été modifiée par les autres projecteurs. On normalise ça. Ceci nous permet de construire un nouveau projecteur qui projette de manière orthogonale à Q3 et on l'applique à tous les vecteurs qui nous restent, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, c'est peut-être encore un peu abstrait, mais ça va devenir plus concret, j'espère, en regardant la variante de Gram-Schmidt qui va être donc numériquement stable et qui repose sur les notions qu'on vient de voir, donc ces notions de projecteur. Alors, on va parcourir cet algo-là ensemble et ensuite, on va essayer de faire le même exercice qu'on a fait précédemment, donc d'appliquer la version modifiée de Gram-Schmidt à l'exemple numérique, je ne sais pas si c'est le même ou une variante de l'exemple numérique de tout à l'heure. D'accord? Donc, alors, en entrée, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit la matrice A, à nouveau. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va définir, comme on l'avait fait ici, en fait, des vecteurs VJ, d'accord? Pour J allant de 1 à N. Et comment est-ce qu'on les initialise? On les initialise étant égaux à A1, A2, etc. Aux AJ, aux différents AJ. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait ici. D'accord? On va définir ces vecteurs VI à l'itération I, comme au départ AI, et ensuite on va appliquer les projecteurs. Comment est-ce qu'on va appliquer les projecteurs? On va le faire de la façon suivante. Donc, on va itérer ça. On va d'abord passer par une boucle for en allant de 1 jusqu'à n. On va tout d'abord calculer la norme du vecteur VI. D'accord? Donc, ça correspond pour la première itération au calcul de la norme de VI et à la normalisation. Donc, au départ, ça serait exactement ça. On calcule le vecteur VI qui est égal à, donc si on se place à 1, V1 est égal à 1, on calcule sa norme et on obtient Q1
comme V1 divisé par sa norme. Donc, jusque-là, il n'y a pas de modification par rapport à l'algorithme de Gram-Schmidt classique, si vous voulez, pour la première itération en tout cas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Au lieu de sortir directement, on va répercuter, comme je vous l'avais dit ici, donc dès qu'on a calculé ce Q1, on va projeter tous nos autres vecteurs de manière orthogonale à Q1. Et donc, comment on va le faire? On va donc passer par cette boucle for qui va aller de i plus 1 jusqu'à n. Donc, au départ, elle va aller de 2 jusqu'à n, ensuite de 3 jusqu'à n, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ces deux lignes-là correspondent en fait à l'application de notre projecteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tout d'abord calculer le produit scalaire entre Q1, donc le vecteur orthonormé qu'on vient de calculer, et le VJ en question, pour J allant de 2 jusqu'à N au départ, 3 jusqu'à N, etc. Et on retranche à VJ la composante qu'on vient de calculer multipliée par le coefficient qu'on vient de calculer. Pardon. Donc c'est VJ est égal à VJ moins le coefficient qu'on vient de calculer porté par le vecteur Q1. Et on l'applique pour tous les vecteurs en allant de V1 jusqu'à, en allant de V2 jusqu'à Vn. D'accord? On rend tous ces vecteurs qu'on aura définis ici, qu'on aura initialisés ici, orthogonaux à Q1, en gros. Voilà. Donc, ça revient à appliquer ce projecteur qui projette vers l'espace orthogonal au sous-espace engendré par Q1, et pour tous les QI ensuite, et on les applique à tous les autres vecteurs en question. Voilà. Donc, vous voyez que l'algorithme ressemble quand même énormément à l'algorithme de Gram-Schmidt classique, mais au lieu de calculer entièrement un QI, dès qu'on a calculé un QI, on rend en fait tous les autres vecteurs VJ ici qui sont en attente de calcul, on les rend orthogonaux au QI qu'on vient de calculer. Et on va faire ça au fur et à mesure, donc en rendant orthogonaux nos vecteurs VJ qui restent, en les rendant orthogonaux au QI qu'on vient de calculer. En gros, c'est ça. Alors que dans l'autre, qu'est-ce qu'on faisait? On calculait un Q1. Donc pour un Q1 en question, on allait voir tout ce qui s'était passé avant. Et en faisant ça, on allait potentiellement venir cumuler des erreurs. Donc, lorsqu'on aura calculé notre VJ, on aura peut-être cumulé énormément d'erreurs qui vont ensuite se propager en effet un peu boule de neige. Alors que là, dès qu'on a calculé une chose, on la projette sur tout. Donc, le dernier vecteur n'aura pas une accumulation d'erreurs. En gros, c'est ça. C'est peut-être un peu dur, juste en regardant ça de manière abstraite, de voir comment est-ce que ça va marcher. Mais on va pouvoir le voir en télé. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, peut-être maintenant et peut-être de finir chez vous pour la prochaine fois, ça sera d'appliquer l'algorithme de Gram-Schmidt modifié à l'exemple numérique de tout à l'heure. Donc, on a la même matrice, on devrait tomber sur le même résultat, mais cette fois-ci, on va appliquer l'autre algorithme. Est-ce que vous voulez qu'on commence, peut-être qu'on fasse une première étape pour voir, pour que vous puissiez être lancé et que vous puissiez le faire chez vous en autonomie? Oui? On fait une première étape ensemble? Oui, carrément. D'accord. D'accord. Donc là, on va noter, donc ici on rentre dans cette première boucle for. Donc V1 est égal à A1. Donc est égal à A1, ce qui est égal à 2,2,0. D'accord? On aura la même chose pour V2.
enfin pas la même chose, mais quelque chose de similaire. Donc, au lieu d'avoir 2,2,2, on a 1,1,1. Et V3, voilà, on initialise. Ça sera un 3 au départ. Et on a donc un -1, un 1 et un -1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer ici. Donc, tout d'abord, on va calculer R11, qui est égal donc à la norme de V1, qui est égal à ce qu'on avait calculé tout à l'heure, racine de 2, il me semble. Attendez-moi 2 secondes. Donc, c'était C'était racine 2 racines de 2, 2 non? racine de 2. Merci. 2 racine de 2. Très bien. Donc là, on calcule ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer notre vecteur orthonormé Q1, en disant qu'il est égal à V1. Donc au départ, V1, c'est juste 2,2,0 divisé par 2 SQRT de 2. Ce qui nous donne donc ce qu'on avait calculé au départ. Donc dans le premier cas, c'était 1 sur SQRT de 2, virgule 1 sur SQRT de 2, virgule 0. Jusqu'à là, comme je vous l'avais annoncé, on n'a pas de grosse différence par rapport à Gram-Schmidt classique. Maintenant, on rentre dans notre boucle ici. D'accord? Et donc là, je vais juste recopier tout ce bloc-là, parce que là, en fait, on va modifier les autres vecteurs. Donc, pas V1 parce qu'on commence avec J égale à I plus 1, donc 2. Mais donc, on va modifier V2 en faisant cette fois-ci, donc V2 moins, donc avant juste de modifier V2, on fait ce calcul-là, donc on fait R12 qui est égal à Q1 qu'on vient de calculer, produit scalaire avec V2, ce qui est égal à, si je fais des erreurs, vous me dites 1 sur SQRT de 2, virgule 1 sur SQRT de 2, virgule 0. Donc on fait ça fois 1 fois 1 plus ça fois 1 plus 0. Donc à la fin, ça nous fait donc du 2 sur SQRT de 2, donc du SQRT de 2. D'accord? Et donc ici, on modifie maintenant notre vecteur V2 qu'on avait gardé ici, on avait initialisé ici, en faisant V2 est égal à 1, enfin, la colonne 1, 1, 1, moins ce coefficient-là qu'on vient de calculer, SQRT de 2, fois Q1. Et donc Q1, on l'avait calculé ici, et c'est donc ce terme-là, je vais juste le recopier. Hop. Et donc ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 moins racine de 2 sur racine de 2. Ça nous donne un 1 ici, donc ça nous donne un 0, virgule 1 moins racine de 2 sur racine de 2, donc 0. 1 moins 0, ça nous donne un 1. Donc là, c'est notre vecteur V2 modifié. OK, donc on a fini la première itération, on passe à la deuxième itération du boucle for ici. Donc pour J est égal à 3. Pour J est égal à 3, première chose qu'on fait, c'est de calculer R1, 3, qui est donc Q1 produit scalaire V3, ce qui est égal à
donc V3 est égal à 3 au départ, donc c'est du moins 1 fois 1 sur racine de 2, plus du 1 sur racine de 2, plus du moins 1 fois 0, donc du 0. Donc ça, est égal à 0. Donc maintenant qu'on va modifier notre vecteur V3, donc on passe à la deuxième ligne ici. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du V3 moins, V3 moins R13, donc c'est 0, fois Q1. Donc ça veut dire que notre V3 reste inchangé. Donc on reste à moins 1, 1, moins 1. Pardon, moins 1. Et donc là, on a fini notre première boucle, notre première itération sur la première boucle ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On passe à la deuxième boucle, la deuxième itération de la boucle, pardon. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste recopier ça ici. Tac. Première chose qu'on fait en rentrant, on calcule R22 cette fois-ci. Donc R22, je fasse ça. R22, c'est juste la norme de V2, ce qui est égal à la chose qu'on avait ici, qui est donc la norme du vecteur 0, 0, 1, qui est égal à 1. Hop. Et on calcule Q2, Q2 en faisant V2, le vecteur qu'on avait calculé ici, divisé par 1, qui est donc le vecteur lui-même, 0,0,1. Et maintenant, il nous suffira de rentrer dans la boucle ici pour modifier uniquement ce vecteur-là, le vecteur V3, en calculant au passage le coefficient R23. Une fois qu'on aura fait ça, on rentrera à la troisième itération de la boucle for. Et à la troisième itération, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer R33, donc la norme du vecteur V3, on va le normer et on aura tout. Est-ce que c'est bon? Oui. Parfait. Du coup, je vous laisse vérifier ça, refaire ça peut-être chez vous, si jamais ce n'est pas clair. Je sais qu'au départ, ce n'est pas évident de voir la différence entre les deux grammes chimiques. Donc, peut-être vous pouvez les mettre l'un à côté de l'autre, voir la différence. Et en TD, on va voir pourquoi est-ce que cette version-là est, entre guillemets, numériquement stable et l'autre ne l'est pas. Voilà, donc là, on a fini les Gram-Schmitt. Ici, c'était une autre façon de calculer la factorisation QR, mais on a déjà vu deux méthodes de factorisation QR, dont une qui est numériquement stable. Celle-là est également numériquement stable. Ça ne vaut pas forcément la peine qu'on rentre dans le détail de comment on va calculer ça. Et on va maintenant regarder plus dans le détail dans les TD qu'on va attaquer donc, ensemble, si je ne me trompe pas, à partir de vendredi. Donc là, je vais arrêter le partage, je vais arrêter également l'enregistrement.